Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce premier webinaire de l'année 2022. Je suis Lamine Camara, CEO de la société Fatala. Donc merci d'être là pour ce premier webinaire. Fatala en fait est une société de formation en fait de développeurs informatiques et de mise à disposition de développeurs auprès de ses clients pour les prestations de services informatiques. Donc sans plus tarder, on va commencer donc ce webinaire qui porte sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est un terme qui est beaucoup utilisé de nos jours. Donc beaucoup de buzz autour de ça. Donc l'idée est de démystifier un peu tout ça grâce à ce webinaire. Donc, alors, il faut comprendre que ce webinaire se place dans un contexte en fait d'une série de webinaires que nous avons prévus sur toute l'année en fait 2022, sur plusieurs thèmes touchant donc au digital au sens large. Donc l'idée est vraiment d'améliorer la compréhension autour de ces sujets. Et donc vous aurez donc plusieurs intervenants sur ces différents sujets qui seront voilà, des experts sur leur sujet, sur ces différentes thématiques. Alors aujourd'hui, l'objectif vraiment est plutôt très simple, c'est regarder donc l'intelligence artificielle sous trois aspects. Vous reconnaissez peut-être certains de ces films qui sont là à l'écran. La plupart de ces films-là donc, parlent plus ou moins de cette intelligence artificielle ou cette intelligence humaine ou robotique poussée à l'extrême et ce que ça pourrait donner sur l'humanité. Donc moi, mon seul objectif, c'est vraiment de vous prendre de cette vue holistique que vous avez à travers les différents films ou séries que vous avez pu regarder et de vous emmener à une vision un peu plus réaliste de ce que c'est réellement l'IA, quels sont les impacts. Donc sous trois angles. Donc l'angle en fait économique, donc vraiment quels sont les sous-jacents économiques aujourd'hui. Ça nous permettra de très bien comprendre de quoi on parle, c'est quoi les vrais impacts aujourd'hui. Bien sûr, on va parler un peu de la technologie, donc l'idée, ce n'est pas de rentrer techniquement, d'aller de façon très technique là-dessus, mais c'est de vous parler, c'est quoi la technologie de l'IA, et finir par les enjeux géopolitiques. Vous savez tous que, ou certainement que, voilà, il y a une grosse bataille qui s'engage sur ce terrain entre les États-Unis notamment et la Chine sur ce terrain, et l'Union européenne aussi qui développe aussi des stratégies pour pouvoir gérer les stratégies d'intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est de vous faire un petit icebreaker juste pour vous. J'ai deux petites questions pour savoir qui connaît quoi sur l'IA, quel est votre niveau de compréhension. Donc, je vais lancer en fait ce sondage-là. Ça me permet en fait de connaître un peu ces deux questions. Qu'est-ce que vous savez de l'IA et à quel point aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de l'IA, est-ce que vraiment ça vous inquiète ou pas? Donc, je vais lancer ce sondage, laisser quelques secondes pour pouvoir voilà, le remplir. Et ensuite, on pourra voir ensemble voilà, un peu les résultats. Donc, je vais laisser un peu de temps encore, permettant en fait à tout le monde de pouvoir le remplir. Donc, qu'est-ce que vous savez de l'IA? Et en général, quand on fait ça dans les différents groupes, on a en général vraiment des choses très polarisantes entre d'un côté beaucoup de gens qui ont des connaissances plutôt modestes de l'IA et quelques vraiment pointus experts, et souvent voilà, des gens qui partagent leur inquiétude.
Donc, je vais mettre fin au sondage, voir ce que ça donne. Donc, je vais un peu lire les résultats. Voilà, on a une majorité de gens qui sont plutôt entre aucune connaissance de l'IA et peu de choses en termes de connaissances. Donc, ça confirme bien ce que je disais. Et des gens qui sont plutôt pas inquiets du coup concernant l'IA. Donc, bon, en général, voilà, ça dépend des auditoires, mais voilà, ceux qu'on a aujourd'hui ne sont pas inquiets. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, concernant d'abord l'économie de l'IA, donc pourquoi commencer par ça? C'est parce que ça nous donne vraiment une vision un peu plus large de l'impact de l'intelligence artificielle, de quoi on parle concrètement. Et ensuite, on pourra parler un peu plus dans le dur sur la technologie. Donc, l'économie de l'IA, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il est estimé en fait que selon les cabinets reconnus, McKinsey, PwC, que l'IA a le potentiel d'ajouter 13 à 15 trillions de dollars US au PIB mondial d'ici à 2030. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Juste pour mettre en perspective, c'est que le PIB mondial actuel est de 80 trillions. Donc, mettre 15 trillions, c'est quelque chose qui, en général, ne se passe pas dans une humanité. Depuis, ce type de choses se passe depuis peut-être l'apparition de l'électricité, où il y a de ces gains de productivité tellement énormes que ça ajoute une valeur à l'économie mondiale d'autant. Donc en général, voilà, les gains de productivité n'atteignent pas ce seuil-là. Et il y a vraiment deux grands domaines, si vous voyez ces trois grands blocs, un bloc bleu, un bloc plus gris foncé, qui vont vraiment prendre la majeure partie de cette richesse, de cette valeur ajoutée. Enfin, le premier grand bloc, je dirais, c'est vraiment concernant tout ce qui est dans le marketing et la vente. Donc, c'est la gestion du service client, c'est notamment tout ce qui est recommandation de produits auprès des clients, mieux connaître son client, personnaliser les recommandations. Donc, quand vous allez sur Amazon, que vous achetez quelque chose, il va vous recommander d'acheter voilà, des choses en lien avec ça. Donc, améliorer ça encore plus pour mieux comprendre le client. Donc, ça tourne un peu autour de ça, améliorer les prix, les promotions aussi, en fonction vraiment de la capacité du client à acheter, comment allouer au mieux ses budgets marketing, parce que quand on connaît mieux ce à quoi les clients répondent, on peut encore mieux personnaliser nos budgets marketing et les allouer de façon plus intelligente. Donc voilà vraiment le premier grand bloc en bleu qui va prendre entre 3,3 et 6 trillions de valeur. Ensuite, on a le deuxième grand bloc, là, ça va être vraiment au niveau de tout ce qui est manufacture, donc vraiment l'industrie, notamment la maintenance prédictive. Donc, c'est par exemple une machine, c'est de pouvoir anticiper avant même que la machine ne tombe en panne, par exemple, en écoutant le bruit de la machine, en mettant peut-être des capteurs dessus, pour pouvoir justement, avant que ça ne tombe en panne, donc imaginez une pièce d'un avion qui cloue l'avion au sol, ça peut coûter très cher à l'entreprise, mais si elle a la capacité déjà de détecter en amont qu'il y a une pièce qui va être défectueuse et la remplacer avant qu'elle tombe en panne, c'est tout bénef. Et ensuite, il y a plein d'autres secteurs. Donc voilà. Donc quand on parle aujourd'hui de l'IA, on dit en général qu'est-ce qui va gagner de tout ça. Et c'est vachement intéressant de regarder ce graphique. On dit quand on regarde en général que la Chine et les États-Unis vont bénéficier de plus de
de croissance du PIB lié à l'IA. Pourquoi justement c'est pas aussi également réparti entre les pays? Voilà, on voit que les valeurs fortes sont au niveau de ces deux pays et on a quand même quelques débuts d'explication à tout ça. C'est parce que quand on prend par exemple le cas de la Chine, on sait qu'il y a une priorité nationale qui est claire là-dessus. La Chine a une priorité de tout simplement être leader dans le domaine de l'IA. Donc, c'est très clair et communiqué. Ensuite, on a tout ce qui est lié au financement de l'IA. Si on prend par exemple tout ce qui est brevet, etc., en Chine, c'est beaucoup financé par l'État. Donc, il y a vraiment une prise en main de tout ça. Alors qu'aux États-Unis, on a, dans le cas d'IBM par exemple, beaucoup de brevets privés. Donc, la nature du financement fait qu'aussi, on peut plus ou moins vraiment accélérer dans ce domaine ou pas. Et il y a là aussi la problématique de la collecte des données. Comment on collecte les données dans des zones géographiques telles que l'Europe, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué compte tenu des questions de données privées, comment on collecte, par exemple, les données de santé des individus. Est-ce que cela peut être facilement utilisé? Par exemple, en Europe, ça va être très compliqué, alors qu'en Chine, on a vu que voilà, c'est très centralisé, voilà, c'est beaucoup plus ouvert. Donc tous ces facteurs-là font qu'il y a une répartition inégale des bénéfices de l'IA selon les régions du monde. Et donc, tout ça, au niveau des secteurs d'activité, ça se traduit aussi, et on le voit dans un secteur en particulier, c'est tout ce qui est industrie. Donc, on vient d'en parler. Donc, tout ce qui est manufacturing, ça permet vraiment de pouvoir justement pouvoir détecter, anticiper vraiment en amont dans les grandes industries les différentes failles potentielles qui peuvent aujourd'hui donc vraiment suspendre une activité industrielle et coûter des dizaines de milliers ou en tout cas même des millions de dollars et d'euros. Donc ensuite, bon, ça c'est quelque chose de pratiquement assez intuitif, on le voit quand même au niveau des financements. Les financements liés à l'IA sont quelque chose qui ont énormément évolué. Donc le taux de croissance annuelle composé entre 2014 et 2021 est aux alentours de 40%, au niveau non seulement des financements privés, mais aussi des financements des investissements des entreprises dans le domaine de l'IA. Donc on voit que ça augmente énormément entre voilà, en l'espace voilà, de 6-7 ans. On a voilà, des croissances assez importantes. Et quand on parle donc du marché de l'IA, comment on gagne de l'argent dans le marché de l'IA, c'est important aussi de le mentionner. Quand on parle de ça, on parle notamment donc de tout ce qui est en fait logiciels qui permettent surtout de pouvoir gagner de l'argent. 88% des revenus, notamment en 2022, ça provient de logiciels. Donc c'est vraiment un marché qui est un peu similaire à celui des logiciels, toutefois avec des marges un peu plus basses parce qu'il y a beaucoup d'investissements de structure, le coût qui n'est pas forcément la même. Donc, d'un point de vue investisseur, ça lui parle en termes de marché du logiciel. Mais voilà, la structure de coût est quand même un peu différente au niveau de l'IA. Donc, c'est toutes voilà, les logiciels qui sont développés qui permettent de pouvoir justement entraîner des modèles, créer des modèles, etc., qui permettent de gagner de l'argent. Donc là, on a des revenus qui montent à 247 milliards voilà, en 2020 venant de ces logiciels. Donc, il faut savoir que ces logiciels-là ont beaucoup de composants. Donc, c'est vraiment
un modèle mixte. Ce sont des logiciels qui ont beaucoup de composants open source, donc des composants gratuits, qui sont vraiment partagés. C'est un milieu quand même où il y a beaucoup d'échanges aussi intellectuels, donc il y a un partage ouvert de connaissances sur l'IA. Donc, ce sont des logiciels qui ont de fortes composantes open source et qui permettent de développer donc, des modèles de prédiction. Il y a un deuxième volet qui va prendre de l'ampleur, en tout cas dans les années, c'est toute la partie hardware. Donc, c'est tout ce qui est GPU, donc les Graphical Processing Unit, les TPU, donc les Graphical Processing Unit qui existent aujourd'hui pour pouvoir vraiment traiter les données, et les TPU qui sont une version plus évoluée encore des GPU, et toute la partie en fait Edge, donc qu'on appelle Edge aujourd'hui, c'est tout ce qui permet de pouvoir gérer traiter les données au niveau donc, des hardware, sans pour autant être connecté voilà, à un réseau cloud en fait plus large. Donc vraiment, ce sont des ressources de calcul qui sont logées au niveau même de l'appareil sur lequel ils sont. Et donc, cela va être prévu de croître en fait à un rythme de 35% à peu près en taux de croissance annuel dans la prochaine décennie. Donc ça, c'est vraiment important de savoir voilà, comment composer le marché de l'IA. Pour parler donc du hardware, ça c'est par exemple un exemple de pod donc Google qui est composé de plus de 1000 TPU qui permet aujourd'hui, qui est basé du coup sur le cloud, qui permet aujourd'hui voilà, d'avoir une puissance de calcul, de pouvoir traiter les données de façon, selon les données de Google, 27 fois plus rapide que les GPU et à un coût encore moins cher, de 38%. Donc ça, c'est vraiment voilà, des super machines aujourd'hui qui permettent d'augmenter cette puissance de calcul qu'on avait moins. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qui rend aujourd'hui l'IA encore plus présent dans les discussions, c'est qu'aujourd'hui, nous avons gagné plus que jamais en l'humanité des puissances de calcul insoupçonnées qui permettent d'agréger, de traiter une masse importante de données et de pouvoir en faire, donc grâce donc, à des modèles, de pouvoir en faire des prédictions, produire donc de la connaissance grâce à ça. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a d'autres modèles tels que aujourd'hui des modèles tels que le NVIDIA Jetson qui, lui, permet justement qui a la taille d'une carte bancaire à peu près, et qui a, ce que je disais justement, qui utilisait cette technologie Edge, qui a une infrastructure locale, donc qui a besoin de moins de ressources cloud, donc au lieu de l'envoyer donc vraiment sur le cloud, ça permet derrière de pouvoir avoir des calculs directement sur la carte. Donc, et ensuite, pourquoi pas, s'il y a besoin de plus de besoin de traitement, de pouvoir l'envoyer sur voilà, un réseau de type cloud. Et on a aujourd'hui, voilà, au niveau des puces par exemple Google sur le nouvel appareil, donc ça c'est de plus en plus petit et de plus en plus puissant. Donc l'idée c'est de, voilà, notamment au niveau des mobiles, de pouvoir les intégrer, à la fois créer toute une intégration verticale du hardware jusqu'au software. Donc on voit que cette puce-là contient non seulement des composants de type TPU, de type GPU. Donc, toute cette puissance, en fait, de calcul est intégrée donc, dans cette puce pour pouvoir justement optimiser voilà, la performance en traduction,
ou en reconnaissance faciale quand vous êtes sur votre téléphone. Donc tout ça permet vraiment de doper voilà, on va dire les résultats de traitement des données. Alors, ce qu'on découvre aussi quand on s'intéresse beaucoup donc au marché de l'IA, donc n'hésitez pas à poser d'ailleurs des questions parce que je ne l'ai pas dit au début, mais si vous avez donc des questions, il ne faut pas hésiter à les poser donc, dans le chat, hein, en questions-réponses. Donc, comme ça, je pourrais directement y répondre et regarder en même temps. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a derrière un marché aujourd'hui caché derrière l'IA, parce qu'il faut savoir que l'IA, fondamentalement, a besoin d'une ressource claire, c'est que c'est les données. Donc, s'il n'y a pas de données, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle. Et cette donnée-là, au préalable, il faut une intervention humaine pour pouvoir étiqueter ces données-là et les fournir donc à un modèle d'IA. Donc, on a par exemple tout ce qui est, c'est un marché qui aujourd'hui vaut plusieurs milliards de dollars. Donc, on parle notamment d'annotation de texte, donc de dire par exemple ça, tel texte, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc, pouvoir justement labelliser, étiqueter des textes. Vous avez par exemple aussi d'annotation d'images. Donc, ça, on voit par exemple dans les images, voilà, de dire d'annotation pardon, de vidéo, de voir que sur cette vidéo-là, on voit tel ou tel élément, tel ou tel élément. Et aussi pareil sur l'image, pouvoir labelliser qu'est-ce que c'est ça sur cette image, etc. Donc ça, c'est un marché à une croissance rapide qui est estimé à plus de 3,5 milliards de dollars en 2024. Et toute cette partie de préparation de l'étiquetage des données, c'est 80% du travail hein, dans la construction des modèles d'intelligence artificielle, donc des modèles de machine learning, qui permettent, on en parlera dans la partie technologie, qui permettent de pouvoir justement bâtir des modèles. Donc aujourd'hui, on voit que l'étiquetage de données, c'est souvent qualifié par certains économistes comme le travail ouvrier du futur, c'est-à-dire ces petites mains qui viennent justement travailler sur des données pour pouvoir noter. Vous avez tous vu parfois quand vous surfez sur Internet, Google vous dit, voilà, vous devez, avant de passer, reconnaître où est un passage piéton, où est un bus. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de labelliser. Vous êtes en train, quelque part, d'aider à labelliser ce que c'est qu'un bus, ce que c'est qu'un passage piéton, etc. Donc, on voit que ça se développe. C'est un domaine aussi qui a vu apparaître ses premières licornes, donc des entreprises qui valent aujourd'hui plus d'1 milliard, donc notamment Scale AI, qui est une entreprise américaine qui vaut aujourd'hui 7,4 milliards de dollars. Voilà, donc on voit que voilà, ça va aller en s'automatisant. Donc on aura des tâches d'étiquetage de données qui vont être automatisées dans les prochaines années, notamment. En réalité, donc on voit qu'il y a une croissance vraiment exponentielle de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment aussi le resituer en fait, dans un contexte qui est beaucoup plus large, qui est aussi le fait qu'il y a une croissance exponentielle de toutes les technologies voisines qui tournent autour de l'IA. Donc, j'ai essayé de placer vraiment ici. Vous voyez à côté le cloud computing, le fait que le cloud computing, d'avoir des capacités de stockage et de calcul qui soient quasiment infinies, à des coûts de plus en plus bas, donc avec vraiment une capacité à avoir une grosse puissance de calcul. Donc, quand on a beaucoup de données, on a le cloud computing qui nous permet justement de pouvoir avoir des calculs sur ces données-là, ces données de plus en plus grandes. Donc, on a des capacités de stockage et de calcul qui sont aujourd'hui, grâce au cloud computing, quasi infinies. Donc, ça aussi alimente aussi le fait que l'IA est dans un contexte aussi qui peut se développer parce que le cloud est là aussi quelque part. On a l'Internet des objets aussi, c'est-à-dire que de plus en plus d'appareils sont connectés.
Internet. Donc, vous voyez aujourd'hui dans vos maisons, partout où vous voyez, vous avez des thermostats, des ampoules connectées ou même voilà, des appareils qui utilisent Internet et qui se parlent entre eux, des capteurs qui sont installés sur différents outils. Et donc, tout ça crée de la donnée. Donc, même, voilà, comme je disais, encore une fois, pour le pré-traitement des données, vous avez parfois leurs propres mini-ordinateurs donc en mode Edge, comme je le disais plus tôt, qui permettent de traiter les données à leur niveau et d'envoyer, par exemple, ensuite au cloud pour avoir des calculs beaucoup plus puissants. On a tout ce qui est Big Data. Hein. Big Data, c'est vraiment tous les grands ensembles de données, vraiment à l'échelle du pétaoctet, hein, qui deviennent disponibles via Internet, les réseaux sociaux, les médias, les données de capteurs en temps réel. Donc, tout ça constitue aussi ce qu'on appelle la big data. Donc, grâce à la big data, on a une masse de données et on a besoin voilà, on a besoin soit de les traiter, d'y faire de donner du sens à tout ça, de les lier entre eux, de les croiser, voilà, de trouver des liens ou pas, voilà, et nous instruire sur plein de choses qui peuvent prédire peut-être la santé, prédire l'éducation, prédire plein de niveaux d'éducation des enfants, anticiper certaines maladies, voilà, dans les données de santé, par exemple, des individus. Et on voit que voilà, la taille de marché de logiciels va être amenée à augmenter. Donc, c'est vraiment tous les algorithmes qui finalement permettront de développer, justement de faire des gains de productivité dans des industries. C'est ça, finalement, cette intelligence artificielle, ces softwares qui vont permettre de développer tous ces algorithmes-là, qui vont être vendus et générer beaucoup d'argent. Donc à l'horizon 2025, on est à plus de 120 milliards. Donc au final, pour résumer, on va dire que l'IA, c'est vraiment quelque chose, une création de valeur en fait. Dans le domaine de l'IA, ça peut être vu comme étant un jeu de seuil, donc où la valeur est vraiment là à partir du moment où les capacités humaines ont été dépassées. Donc, si on regarde ce graphique, c'est un peu une courbe en S. Donc, toutes les grosses technologies qui sont arrivées dans le monde ont commencé un peu petit parce qu'il y a beaucoup de préparation, d'entraînement des modèles pour que ça soit beaucoup plus robuste. Donc, vous voyez là, sur l'axe des abscisses, qu'il y a donc sur un horizon de temps, par exemple, une dizaine d'années, on compare ça vraiment à la performance humaine qu'on considère plutôt stable au fil des ans. Donc, l'humain ne se développe pas de façon très significative dans 10 ans. On reste l'Homo sapiens, la version la plus évoluée de l'humain, en tout cas à ce stade. Et il y a justement, quand on entraîne les modèles et qu'on voit que les modèles sont suffisamment précis au-delà même de ce que l'humain peut faire, et ben là, ça devient vraiment quelque chose qui, au niveau de la courbe, voilà, qui puisse vraiment venir dépasser la performance humaine. Donc au début, ça commence un peu à grimper, même si c'est très lourd, parce qu'il y a de l'investissement, il y a beaucoup d'entraînement pour pouvoir rendre ça beaucoup plus précis. Et là, l'impact est beaucoup plus tangible. Donc là, il peut y avoir voilà, des modèles beaucoup plus précis. Quand vous voyez par exemple un radiologue qui a besoin de lire plusieurs radios de façon individuelle, etc., et qu'on entraîne par contre un modèle, donc il a une capacité limitée par exemple dans la journée, il ne peut pas lire plus de 100 radios par jour, et encore. Mais si on a un modèle d'IA qu'on entraîne et qu'on arrive à savoir à détecter grâce à la radio les différentes
conclusions possibles des radios et qu'on rend ça de façon beaucoup plus précise. Donc, à un moment donné, effectivement, à ce point-là, quand il devient meilleur que le radiologue, et ben là, la croissance exponentielle, parce que finalement, on peut lui en donner 10 000 d'un coup et il pourra effectivement pouvoir rendre des résultats encore plus fiables que l'humain. Donc, c'est un peu ça. Et après, effectivement, il faut voir que avoir une technologie ne signifie pas forcément qu'il y aura une adoption majeure. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent aussi la courbe d'adoption. Donc, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand on dépasse voilà, la capacité humaine, et ben, forcément, ça ne veut pas dire qu'on a une adoption qui va être voilà, majeure. Donc, voilà, il faut vraiment aussi regarder les différents modèles qui sous-tendent cette technologie. Donc, on voit par exemple ici, voilà, depuis 1900, le degré d'adoption des technologies aussi quand même augmente, parce que quand on compare par exemple au téléphone, voilà, on voit que c'est au bout quand même ou à l'électricité, les adoptions ont pris beaucoup de temps dans le temps, alors que là aujourd'hui, si on prend une tablette, voilà, l'adoption est tout de suite, ça monte de façon quasiment exponentielle. Donc, c'est important aussi. Donc, les facteurs, c'est aussi qui jouent, c'est que les politiques nationales peuvent faire une grande différence. Donc, quand il y a les aides de l'État, on parlait tout à l'heure de l'exemple de la Chine, quand il y a les aides de l'État, c'est quelque chose qui peut beaucoup influer sur la capacité d'adoption sur l'évolution voilà, de l'IA ou l'adoption de la technologie. Après, il faut regarder aussi, est-ce que ça a du sens économiquement? Est-ce que vraiment, même si l'IA arrive à résoudre le problème, est-ce que finalement ça a du sens de façon locale? Est-ce que quelqu'un ne trouve pas un modèle moins compliqué, moins cher finalement que ce que l'IA produit? Donc ça aussi, ce sont des questions qui font que ce n'est pas automatique. Donc là, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, avant que je passe à la partie vraiment technologie de l'IA. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc je vais y aller sur la partie technologie de l'IA. Donc quand on parle de technologie, on va parler un peu de technologie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut concrètement, techniquement, qu'est-ce qu'on fait quand on parle d'IA? Bah, c'est schématisé de façon simple. C'est que c'est avant tout en fait des statistiques, hein, mais avec un avantage d'avoir des boucles d'apprentissage continu. Comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand quand un humain voit un chat, bah, il a des caractéristiques en tête en disant, bon, ben voilà, il a des oreilles comme ça, des cheveux, pratiquement pas de cheveux, voilà, des moustaches qui ressortent. Donc, des caractéristiques que vous pouvez placer dans un modèle. Donc, c'est comme ça que on faisait les modèles avant, donc notamment quand vous faisiez de la régression linéaire, vous ajoutez vos propres inputs, vous donnez du poids à chacun de ces inputs-là pour pouvoir après faire une régression et dire, bon, ben voilà, c'est un chat. Grâce à ces caractéristiques et au poids de ces caractéristiques, je fais une régression linéaire là-dessus et j'arrive à mon résultat attendu. Alors que l'IA aujourd'hui permet justement de ne pas, parce qu'au niveau des inputs, vous allez peut-être en citer 4, 5, 6, mais l'IA vous permet justement d'apprendre justement à ces inputs-là d'elle-même et de ne pas forcément manuellement, ou en tout cas l'humain ne va pas forcément avoir à rentrer
ses propres données. Donc, il va apprendre en fait les caractéristiques pertinentes d'un chat. En fait, grâce à des données brutes que vous allez lui donner, vous allez lui donner plusieurs types d'images, par exemple, de chats. Il va apprendre ces caractéristiques-là en disant, voilà, tout ça, c'est des chats. Tout ce que vous me donnez, c'est des chats. Il va pouvoir les classifier. Donc, si vous donnez un chat et ensuite vous donnez un chien, il va connaître la différence. Il va pouvoir apprendre de ces caractéristiques, les classifier. Donc, il y a des caractéristiques vraiment de bas niveau, de niveau intermédiaire, de haut niveau, les classifier pour pouvoir ensuite itérer là-dessus. Donc, plus vous lui donnez des données, plus il s'améliore en disant, j'arrive vraiment à me dire, bon, bah voilà, ça, c'est vraiment un chat. Et ça, c'est vraiment un chien, par exemple. Ou ça, c'est pas un chat, en tout cas. Donc vraiment, c'est grâce à ces itérations continues-là que vous allez. Donc, le niveau, vraiment, tout se passe dans une espèce de black box. Donc, vraiment, vous avez besoin de beaucoup de données pour améliorer vraiment l'apprentissage. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, au lieu de faire ça manuellement, donc, vous allez à rendre, entraîner, créer un modèle pour pouvoir l'entraîner, lui donner ce que vous voulez. Il va pouvoir en tirer des caractéristiques, pouvoir les lier, les différencier, les classifier. Et ensuite, lorsque vous lui donnerez de nouvelles données, il pourra prédire effectivement, voilà, est-ce que voilà, c'est un chat ou pas. Donc ça, c'est vraiment de façon vraiment high level comment ça marche. Après, une des façons de mettre en place ça, c'est notamment le réseau de neurones. C'est vraiment un moteur de prédiction, par exemple, de prédiction, mais qui peut aussi générer même du contenu compte tenu de ces prédictions. Donc, créer vraiment aussi des choses. Donc, l'idée, c'est que vous donniez des inputs. Vous avez ce qu'on appelle des couches profondes, c'est-à-dire ce sont des couches qui permettent de mettre du poids à vos données, de les lier, de les classifier. Donc, il peut y avoir beaucoup de couches intermédiaires pour tout ça, pour pouvoir lier vos données. Donc, tout ça, c'est vraiment ça qui travaille au sein du modèle pour pouvoir ensuite vous dire, voilà, est-ce que ça, c'est la prédiction que j'attendais? Est-ce que c'est proche de la vérité de terrain, donc qu'on appelle le ground truth, la vérité de terrain, ceci est un chat ou pas? Donc ça, vraiment, c'est comme ça que ça marche. Donc, il y a les inputs, il y a des couches profondes, donc le réseau de neurones qui va vraiment lier chaque input à des résultats ici, donc des fonctions d'activation, des fonctions qui vont vraiment dire, bon, bah, tel input a tel poids, il est lié à tel, tel. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs étapes intermédiaires comme ça pour le calcul de votre modèle de prédiction jusqu'à ce que ça arrive au résultat final. Mais à partir du résultat final aussi, le réseau de neurones peut derrière créer, donc en disant maintenant que je sais ce que c'est qu'un chat, je peux pouvoir vous créer par exemple un chat. Donc, il va peut-être créer un chat qui ne ressemble pas tout à fait à ce que vous pensez, mais qui va être au moins un chat. Et à vous de dire, à partir de ça, est-ce que réellement c'est vraiment un chat qui l'a rendu ou pas comme résultat. Donc on peut toujours affiner les différents modèles. Donc voilà un peu. Et donc concrètement, si je regarde peut-être voir si je peux montrer un exemple sur une plateforme de neural network. Donc vous voyez par exemple ici que voilà, c'est typiquement un réseau de neurones. Un exemple, c'est que vous avez vos inputs ici. Imaginons que là, le point bleu représente des chats et le reste, ce sont des chiens. Donc l'idée, c'est que vous ajoutez, par exemple, vous avez vos inputs ici, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez et ajouter, voilà, des neurones ou pas, ou ajouter des couches profondes encore plus ou pas, et vous pouvez entraîner ce modèle. Donc vous voyez comment ça se passe, il va pouvoir, grâce à ça, se dire, ben voilà, moi j'entraîne par exemple et j'arrive à identifier ici les, les, euh, les chats. Mais après, vous pouvez par exemple avoir des données brutes qui vont ressembler à quelque chose comme ça.
Donc, vous avez des chats mélangés à des chiens mélangés. Donc, voilà. Et donc, ça aussi, est-ce que voilà, votre modèle va pouvoir voilà, s'entraîner suffisamment pour détecter voilà, les chats. Donc, on voit que bon, c'est pas si meilleur que ça par rapport à mon modèle de tout à l'heure. Donc, vous voyez vraiment, après, vous pouvez régler voilà, plusieurs choses que je ne vais pas détailler ici, mais les fonctions d'activation, etc., qui permettent d'avoir un meilleur modèle. Donc, bon, tout n'est pas suffisamment bien identifié, mais c'est comme ça, notamment par exemple sur TensorFlow, que vous pouvez faire ça. Donc voilà un peu comment ça marche. Et donc, si je reprends dans la présentation, concrètement, la conception d'un modèle d'IA suit un process, hein, donc d'étapes prédictibles, hein, même si ce sont des étapes qui sont optimisées tout le long. Donc 80% du travail, c'est ce que je disais, c'est dans la collecte des données, la préparation des données. Et les autres 20% du travail, c'est dans le choix du modèle qu'on veut, d'entraîner le modèle, d'évaluer le modèle, de régler, de faire des réglages de paramètres et d'aboutir à une prédiction. Donc, le premier modèle, vous voyez bien la collecte de données, c'est automatisé aujourd'hui grâce à des robots d'exploration du web ou des tunnels automatisés d'ingestion de données. Donc, vous avez par exemple des ordinateurs ou des capteurs qui vont directement envoyer de la donnée voilà, une base. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Dès qu'ils captent, les données là sont envoyées. Où vous pouvez aller sur le web et faire du scrap, donc récupérer des données grâce à des robots qui peuvent balayer et envoyer des données. Donc tout ça permet d'optimiser ce travail de collecte des données. La préparation des données, il y a des librairies aujourd'hui qui sont standardisées telles que NumPy, des environnements de low-code qui vous permettent ou des services hein, comme offerts par Scale.ai qui vous permettent de vraiment d'organiser vos données, de les préparer, voilà, de pouvoir justement bien nettoyer, enlever ce qui n'est pas conforme, ce qui va être vraiment des données bidons. Donc tout ça, c'est optimisé aujourd'hui avec des outils. Le choix du modèle, bah pareil, le choix du modèle aujourd'hui, vous avez des librairies, quelques PyTorch, Keras, TensorFlow que je viens de montrer, ou encore des suggestions de code hein, que vous pouvez trouver, parce que je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, le monde de l'intelligence artificielle est très open source, donc il y a beaucoup de code disponible sur GitHub, Copilot, GitHub, des répertoires de code, où vous pouvez trouver voilà, des suggestions de code pour l'IA. Donc ensuite, vous entraînez le modèle. Donc ça, il y a des algorithmes. Hein. Donc, vous avez des algorithmes qui existent. Hein, vous avez des temps de traitement beaucoup plus rapides. On parlait aujourd'hui des TPU, notamment mise à disposition du hardware qui arrive à aller beaucoup plus vite, à prendre une masse énorme de données et de les traiter. Donc, et à appliquer des algorithmes dessus pour pouvoir tout simplement les entraîner. Vous avez ensuite une interprétation hein, qu'il faut, humaine, qui est souvent nécessaire à côté des résultats. Donc, il faut vraiment connaître le degré de précision après entraînement des modèles pour savoir vraiment à quel point c'est précis. Donc, il y a des scores, notamment le score F1, qui permet de savoir quel est le niveau de précision de tout ça. Et ensuite, pouvoir les régler, donc faire du réglage de paramètres. Hein. Dans les environnements que je viens de citer, PyTorch, etc., vous pouvez faire du fine-tuning là-bas, du petit réglage et ensuite faire de la démocratie, enfin de la prédiction. Une fois que le modèle est entraîné, vous savez qu'il est bon, vous pouvez lui donner des choses et il te dira voilà, il te prédira quelque chose, le résultat que tu attends, voilà, de façon plus précise, compte tenu du degré d'entraînement. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y a le cloud qui se démocratise, et aussi le fait qu'il y a ce qu'on appelle la containerisation, on arrive donc à faire, voilà, à faire tout ça, à utiliser tout ça
à une échelle beaucoup plus large qu'on ne pouvait le faire avant. Bon, là, je donne les exemples d'environnement, par exemple, de low-code, où là, aujourd'hui, vous avez des environnements qui vous facilitent la tâche. C'est des espèces de briques qui vous donnent qui vous permettent de placer vos ensembles de données, par exemple, et de pouvoir lier les briques entre elles, de façon à ce que, une fois mis bout à bout, vous arrivez voilà, à créer votre environnement, votre modèle. Et donc, ça permet, au lieu d'avoir du code, si vous ne savez pas faire du Python ou quelque chose comme ça, vous avez des environnements de low-code qui vous permettent de faire ça. Ou encore, d'autres environnements d'optimisation de process, notamment pour l'étiquetage. Vous avez, voilà, à large échelle, vous pouvez utiliser des outils ou payer les gens pour pouvoir étiqueter les données pour vous en disant ça c'est un diable, bon, ça c'est voilà, ça c'est quelque chose d'autre. Voilà. Donc, tout ça, ça permet vraiment de faciliter la tâche. Donc, je sais que ça va vite, mais si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la géopolitique. C'est une partie que justement j'aime bien, notamment parce que voilà, ça vous permet donc de voir un peu comment tout ça se joue. On voit que, alors j'ai peut-être une question ici qui me dit comment pouvoir accéder au code. D'accord. Dans ce cas-là, alors il y a beaucoup de code disponible sur GitHub, mais la question c'est si vous voulez commencer par quoi commencer. Je peux vous envoyer plutôt en privé voilà, des liens sur où vraiment commencer pour pouvoir regarder tout ça. OK? D'accord. Donc, je vais continuer ensuite. Donc, je disais, aujourd'hui, il y a vraiment une course effrénée à vraiment bâtir des modèles beaucoup plus larges qui soulèvent aujourd'hui un certain nombre de questions. Donc, on voit aujourd'hui des modèles tels que le GPT qui permettent aujourd'hui voilà, d'écrire, d'automatiser, par exemple, l'écriture du code. Le GPT-3 qui permet de le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sont des modèles qui ont de plus en plus de paramètres. Donc on parle de 175 millions de milliards de paramètres pour le GPT-3. Le Megatron, on est à plus de 530 000 millions. Donc voilà. Et on a aujourd'hui en Chine un modèle qui s'appelle le Wudao. Voilà. Donc 1,75 trillion de paramètres. Donc c'est testé aujourd'hui dans une école, donc comme étant vraiment l'étudiant virtuel, le premier étudiant virtuel, donc chinois. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup plus de place. Donc pour entraîner ces modèles-là, ça coûte beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, on peut se demander qui vraiment s'il y a des problématiques d'éthique et de contrôle. Donc, qui vraiment a la possibilité vraiment d'utiliser ces technologies-là, parce que aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir les entraîner, notamment le GPT-3. Alors, ce sont des modèles qui sont très larges. Donc, la Chine, les États-Unis sont tous en train de développer des modèles. Donc, on se demande est-ce que ça peut vraiment être ça peut n'être que au niveau des États ou encore au niveau du secteur privé. Donc ça, c'est une grosse question qui est posée aujourd'hui. Qui va contrôler toutes ces données? Donc, imaginons par exemple le fait de pouvoir balancer toutes des fake news aujourd'hui de façon automatisée sur Internet et que ça ait l'air vraiment très réel. Donc tout ça, ce sont des sujets d'éthique aujourd'hui auxquels on est confronté. Si l'IA n'est pas forcément régulée, donc c'est vraiment de vrais sujets. Comment ça va impacter la vitesse de l'automatisation? Vu que maintenant on a des modèles qui peuvent automatiser la programmation, est-ce que cela est vraiment désirable? Ça, c'est vraiment une question aussi. Les modèles qui peuvent influencer les élections, qui peuvent influencer l'actualité.
Donc ça peut aller vraiment, vraiment très loin sur ces sujets d'éthique qui ne sont aujourd'hui pas tous réglés. Donc il faut savoir que l'IA devient rapidement une priorité politique, hein. Donc aujourd'hui, on a plus de 50 pays qui ont déjà écrit leur stratégie nationale en matière d'IA. On voit que euh, le Congrès américain, aujourd'hui, si on voit le nombre de fois où l'IA est citée au Congrès américain, ça a drastiquement évolué dans ces dernières années. Ça devient vraiment un mot buzz. Donc, on a vraiment beaucoup de, on va dire, de pays qui le prennent à bras le corps. On a par exemple en Allemagne une loi qui vraiment permet de bloquer des rachats de boîtes non européennes. Donc, à l'échelle européenne, qui est considérée comme étant en retard, elle essaye pour protéger justement ces entreprises européennes qui sont dans ce domaine. Et donc, elle se donne le droit de pouvoir bloquer des prises de contrôle par d'autres sociétés étrangères, de sociétés européennes qui travaillent dans le domaine. Pareil au niveau des Anglais. Donc il y a vraiment une bataille existentielle, hein, surtout principalement deux acteurs, la Chine et les États-Unis. La Chine a affiché une stratégie claire d'être leader dans ce domaine. Les États-Unis ont clairement dit il est dit que celui qui gagne cette course dans les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la communication avancée, tout ce qui est calcul quantique et vraiment l'industrie avancée sera vraiment la superpuissance de demain. Donc c'est vraiment un gros sujet aujourd'hui. Et enfin, pour finir, ce que je dirais, c'est que ma dernière slide, c'est que pour faire écho à ce qu'on disait au début, à ce que l'IA peut peut-être faire peur et par rapport aux films que vous avez déjà vus où en général l'humain perd le contrôle de tout, il faut savoir aujourd'hui que selon la plupart des experts, en tout cas l'IA est encore à un stade d'optimisation vraiment de fonctions très étroites. Donc on a vraiment euh, des domaines très étroits sur lesquels l'IA travaille et il n'y a pas vraiment de vision holistique ou de vision méta qui permet à l'IA de prendre le contrôle donc, de tout. Il n'y a pas d'émotion, c'est vraiment des données en dur qu'on rentre concernant une problématique bien définie pour sortir une prédiction bien définie. Donc, tout ce qui est émotions et données métaphysiques ne sont pas gérées aujourd'hui par l'IA. Donc, on est encore loin de l'intelligence artificielle générale, dans le sens général du terme, où vraiment il pourrait prendre, voilà, connaître les émotions, nos émotions, faire, pouvoir décider à nos places, etc. On est vraiment à ses débuts, mais ça promet. Donc voilà un peu ce que moi je voulais partager avec vous. Vous aurez donc plein d'autres sessions cette année concernant le digital. Donc nous formons dans le digital. Nous avons développé des certifications qui vous forment au développement allant du web à des développements pointus sur l'intelligence artificielle, la data science. Donc, nous avons déployé ça notamment à Abidjan. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir voilà, accéder à ces formations-là. Suite à ça, j'ai juste un petit questionnaire à la fin du webinaire. Je vous demanderai de prendre juste 3 minutes pour pouvoir remplir ce petit questionnaire qui va s'afficher dès que je couperai ce webinaire. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'encore mieux affiner notre offre.
et de pouvoir justement remplir notre vision qui est de faire vraiment de l'Afrique un des principaux viviers de talent tech dans le monde. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment de former les différents professionnels ou jeunes diplômés dans le domaine de l'informatique au sens large, et de pouvoir les former et certifier pour pouvoir répondre à des besoins de nos clients à l'international. Donc voilà un peu ce que moi je voulais partager avec vous. Effectivement, il est déjà l'heure. C'était 1 heure prévue. Donc voilà, je souhaite à tous une bonne soirée. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail et aussi voilà, directement sur notre site www.fatala, comme écrit là, .fr. Merci à vous. Bonne soirée.